Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Au cours de leur rencontre avec le président Patrice Talon ce mardi au Palais des Congrès à Cotonou, les maires du Bénin ont pris connaissance du projet de réforme structurelle du secteur de décentralisation des précisions dans cette édition. Le rôle de la CEDEAO dans l'accompagnement des processus électoraux était au cœur des travaux d'un atelier initié par la CEDEAO. Plusieurs grandes résolutions sont issues de ces travaux, le point dans ce journal. L'ancien maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, est condamné à 6 ans de prison ferme avec une amende de 5 millions de francs CFA. C'est dans le cadre de l'affaire 39 hectares à Abomey-Calavi. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Le projet de réforme structurelle du secteur de la décentralisation a été exposé au maire ce mardi 21 septembre 2021 au Palais des Congrès. Il s'agit d'un projet de réforme contenant des évolutions significatives au niveau communal. Les premières informations indiquent que les fonctions politiques seront séparées des fonctions administratives. Plus de secrétaires généraux dans les mairies. Il sera désormais question de secrétaires exécutifs qui seront nommés par le maire dans un fichier national pour un mandat de 6 ans. Selon le document du dit projet, le secrétaire exécutif va assister le maire dans l'exercice de ses fonctions, ce par le biais de services de la mairie. Le maire peut réquisitionner pour suppléer au dysfonctionnement du service public. Le rôle de la CEDEAO dans l'accompagnement des processus électoraux était au centre des discussions d'un atelier de 3 jours initié par la CEDEAO et s'est tenu à Cotonou. C'est en vue d'améliorer des prestations en matière de suivi du processus électoral dans les États membres que ces travaux ont été initiés. Pour certains participants, les résultats de cette session d'évaluation, de réflexion et d'analyse prospective sur le rôle des équipes de base dans les missions électorales de long terme en Afrique de l'Ouest seront déterminants pour l'avenir de l'intervention de la CEDEAO dans les processus électoraux nationaux de notre sous-région. Ces ateliers ont pris fin ce mardi 21 septembre à l'hôtel du lac de Cotonou. Je vous invite à suivre au micro d'Abdelkader Achirou, Sangaré Fatoumata, experte de la CEDEAO qui a donné lecture des 11 grandes résolutions issues de ces assises. Voici d'abord les 6 premières résolutions. À la fin de l'atelier, les participants ont reconnu, en point 1, que la cession au pouvoir par le biais d'élections libres, équitables et transparentes dans certains États membres de la CEDEAO est menacée et a entraîné la prise de pouvoir par des moyens anticonstitutionnels. En point 2,
le rétrécissement de l'espace démocratique et la restriction croissante des libertés civiles, de même que l'érosion des principes démocratiques dans certains États membres de la CEDEAO, sont un fait et qu'il est urgent de remédier à la situation. En point 3, que la capacité des États membres de la CEDEAO à organiser et à conduire des élections est affectée négativement par la pandémie de Covid-19. 4. Que, au sein de l'espace CEDEAO, de nombreux enseignements ont été tirés dans le domaine des élections depuis le premier déploiement d'une équipe cadre en mars 2018. 5. Que le recours continu à l'état de droit pour l'arbitrage électoral dans de nombreux États membres doit être promu et renforcé. 6. Que la CEDEAO joue un rôle moteur dans le développement des processus normatifs d'observation des élections dans la région. 7. L'importance et la valeur ajoutée de l'approche équipe cadre dans la méthodologie d'observation des élections de la CEDEAO qui a été adoptée en 2018 par la Commission de la CEDEAO, conformément aux normes internationales et aux meilleures pratiques contenues dans la Déclaration de principes de 2005 pour l'observation internationale des élections. En noté, en point 1, le déploiement de l'équipe cadre et des missions à long et à court terme dans 6 États membres entre 2018 et 2021, Sierra Leone en mars 2018, Mali, juillet 2018, Nigeria, février 2019, Burkina Faso, novembre 2020, Niger, décembre 2020 et Bénin, avril 2021, ainsi que des missions d'observation électorale à long terme au Sénégal, février 2019, Guinée-Bissau, novembre 2019, Togo, février 2020, Guinée, octobre 2020 et Côte d'Ivoire, octobre 2020 et finir avec le Ghana en décembre 2020. 2. La confiance inspirée par la présence d'une équipe cadre à un stade précoce, puis des observateurs à long terme arrivant dans les délais et leur interaction avec les parties prenantes électorales, partis politiques, OGE, OSC, agences de sécurité, institutions étatiques et médias à l'approche des élections. 3. L'impact du travail de l'équipe cadre et des OLT dès la période préélectorale sur les préparatifs des élections dans les pays hôtes et sur la prise de décision au sein de la commission de la CEDEAO en ce qui concerne l'appui électoral, l'alerte précoce, l'atténuation des conflits, la médiation et les bons offices. En point 4, la contribution du travail de l'équipe cadre et de la mission d'observation à long terme dans la préparation des élections dans le pays d'accueil et la mise à disposition des informations nécessaires aux chefs de mission et au leadership de la mission d'observation électorale de la CEDEAO. 5. La qualité et la pertinence du travail de la division de l'assistance électorale de la CEDEAO dans l'organisation, la coordination et le déploiement de l'équipe cadre et des OLT et leur impact dans la promotion de processus électoraux libres, équitables, crédibles et inclusifs dans la région de la CEDEAO. 6. La qualité des efforts de l'Agence allemande pour la coopération internationale GIZ visant à soutenir le déploiement de l'équipe cadre de la CEDEAO pour l'observation des élections sur une plus longue période dans les États membres dans les règles de l'art. Restons avec Sangaré Fatoumata qui donne à présent lecture des 5 autres grandes résolutions issues de ces assises. Elle est au micro d'Abdelkader Achiro. 7. La détermination de la Commission de la CEDEAO et des États membres pour l'organisation d'élections, malgré les nombreux défis politiques, sécuritaires et économiques, et dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et le renforcement de l'engagement pour les principes démocratiques. Déclare ce qui suit. 1.
L'urgence de renforcer les dispositions du protocole de la CEDEAO de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance sur la base des recommandations de l'exercice de révision de 2014 et des réalités changeantes afin de renforcer la démocratie, la paix et la sécurité dans la région de la CEDEAO. 2. Le déploiement de l'équipe cadre devrait être institutionnalisé par la CEDEAO à travers la révision et le renforcement des dispositions pertinentes du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. 3. Les équipes cadres devraient être déployées pour une durée minimale de 45 jours, 30 jours avant et 15 jours après une élection. Et les missions à long terme pour une durée minimale de 30 jours, 20 jours avant et 10 jours après les élections, en tenant compte de la possibilité de report des élections durant le temps de déploiement. Les OLT devraient être déployées au moins 3 semaines avant et 1 semaine après le scrutin. En point 4, les équipes cadres devraient être composées d'un coordonnateur ayant l'expérience et les compétences requises afin d'inspirer le respect de toutes les parties prenantes et d'au moins 6 autres experts, en l'occurrence un analyste politique, un expert en élection, un expert juridique, un expert en médias, un expert en genre et inclusion et un expert en prévention de conflits. 5. L'équipe cadre et les missions à long terme de la CEDEAO devraient être composées d'experts compétents et d'observateurs électoraux expérimentés, y compris un ancien membre de commission électorale d'un État membre. 6. Des directives, manuels et un cadre approprié devraient être élaborés pour définir et régir la portée, les rôles, les responsabilités, la rémunération, le bien-être et le code de conduite des membres de l'équipe cadre. 7. La commission de la CEDEAO, en coordination avec la GIZ ou tout autre partenaire au développement, devrait planifier au plus tôt la sélection et le déploiement des équipes cadres et des OLT sur la base de critères et de directives clairs et bien définis. 8. Dans la mesure du possible, il devrait y avoir une formation pré-déploiement et une formation continue pour renforcer les capacités professionnelles des membres de l'équipe cadre et des OLT, en particulier dans le déploiement de la technologie électorale et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication comme outil d'observation des élections. 9. Il conviendrait d'élaborer une méthodologie pour améliorer la qualité de l'information dans l'équipe de pré-déploiement ainsi que les outils de collecte de renseignements, y compris les modèles de rapport et les formulaires d'observation des élections. 10. Il est absolument nécessaire de renforcer la capacité institutionnelle de la division de l'assistance électorale avec les ressources humaines, financières et opérationnelles requises. 11. Il serait très difficile de mettre en place une base de données des informations relatives aux processus électoraux par pays. Régulièrement mise à jour, cette base de données devrait centraliser les rapports et recommandations des missions d'observation électorale de la CEDEAO, toutes les informations recueillies sur le cadre légal et institutionnel, les documents et la liste des personnes rencontrées. Georges Bada, l'ancien maire d'Abomey-Calavi, est désormais fixé sur son sort dans l'affaire 39 hectares à Abomey-Calavi. En prison depuis plusieurs mois, il a été condamné ce mardi 21 septembre à 6 ans de prison ferme et à 5 millions de francs CFA d'amende. Son ex-premier adjoint a aussi écopé de la même peine. Arrêté après plusieurs jours de cavale, Dame Emilienne Basilia, une proche de l'ex-ministre Barnabé Dassigli, a plaidé coupable ce mardi 21 septembre à la Criette. C'est toujours dans le cadre de l'affaire 39 hectares à Abomey-Calavi. Arrêtée, elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés. 4 conventions de vente ont été retrouvées au domicile de l'accusé. Elle a affirmé que les conventions lui ont été remises par l'ex-ministre Dassigli en 2018. À son encontre, le procureur
procureur a requis 2 ans de prison ferme. Convoqué par la police, M. Dassigli, quant à lui, n'a pas répondu présent. Selon l'un de ses avocats, il est actuellement hors du pays pour des raisons de santé. Un professeur assistant à la faculté de droit et sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi risque 5 ans de prison pour avoir battu son épouse. Il a été déposé à la prison civile d'Abomey-Calavi après sa présentation au procureur de la République le 9 septembre 2021. Il a comparu ce 20 septembre à l'audience des flagrants délits. Le ministère public a requis 60 mois de prison ferme, soit 5 ans contre lui pour violence conjugale. L'homme âgé de 45 ans a été filmé par leur fille de 11 ans et son dossier est mis en délibéré pour le 28 octobre prochain. La Cour constitutionnelle a envoyé un lot de documents à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Ce lot de documents est constitué de recueils de décisions prises par l'institution sur plusieurs années et vient à point nommé pour accompagnement des diverses formations dispensées à ESAE. Le fondateur de cette université privée, Clément Adéoti Adéchian, se réjouit de la surprise et exprime sa gratitude au micro de Carles Kitome. C'est une grosse surprise pour nous de découvrir toute cette recherche documentaire que la Cour constitutionnelle nous envoie. Recherche documentaire parce qu'il n'y a pas de formation universitaire sans document. Avec tout ceci et les peines qui se donnent au moment des soutenances à chercher les documents à gauche et à droite, alors là, je crois que ça ne peut être que bien tombé. Nous remercions infiniment la Cour constitutionnelle pour nous avoir fait don de ce geste. On connaît le livre, l'importance du livre dans la vie, déjà d'un être humain, et en plus, le livre dans la vie d'une institution universitaire, d'avoir à nous enrichir notre bibliothèque de tout ceci, on ne peut vraiment que leur dire merci. Merci infiniment d'avoir pensé à nos étudiants. Merci d'avoir pensé à nos étudiants qui sont en droit, qui sont en administration et qui ont besoin de se documenter dans leur vie de tous les jours et surtout ceux qui en ont besoin au moment des soutenances. Vraiment merci à la Cour constitutionnelle. Merci infiniment et ça nous va droit au cœur, ça nous fait beaucoup plaisir. Le fondateur de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel reste réaliste. Les documents à peine reçus, il pense déjà aux stratégies pour amener les étudiants à profiter de cette aubaine. Toujours, il est au micro de Carles Kitome. Ce que nous devons faire, nous, en tant qu'administration, c'est de rendre disponibles les documents. C'est ce que nous faisons. C'est pourquoi il y a une bibliothèque. Mais ce que les enseignants doivent nous aider à faire, c'est d'obliger à la culture documentaire les étudiants en donnant des travaux pratiques, en donnant des exercices qui obligent à aller à la fouille documentaire. Donc ça dépend de l'enseignant. C'est à l'enseignant aujourd'hui d'apprendre aux enfants la culture du livre, la culture de la recherche. Sans recherche, pas de formation adéquate. Alors ce que nous pouvons faire, c'est avec le concours du DE, d'exhorter les enseignants à demander aux étudiants d'aller vraiment faire de la recherche. Normalement, on ne doit pas venir à un cours suivant sans avoir fait un exercice. Et on ne peut pas avoir fait de façon appropriée un exercice sans avoir touché à un document. Et nous avons la chance d'avoir des documents dans tous les domaines variés de la formation aujourd'hui, en économie, et en politique, en droit, en comptabilité, en gestion. On a vraiment un peu de tout en matière de documents. On peut être fier de se taguer, de dire que nous faisons partie des écoles universitaires qui ont la bibliothèque la mieux fournie. Alors donc nous pouvons dire que nos enfants peuvent aller à la recherche du savoir à partir des livres pour pouvoir être fiers de leur rendu par eux-mêmes aux enseignants. Donc c'est le DE qui va aider à faire ce travail-là et que les enseignants sortent un peu du magistral, de l'ancien système magistral où le savoir vient directement du Seigneur qui est devant.
et qui doit le dispenser directement. On doit pouvoir faire l'inverse, que le savoir soit partagé de part et d'autre. Et ce que l'étudiant peut avoir à apporter, les livres l'ont déjà. Et les étudiants iront aller chercher dans les livres pour animer le rendez-vous du donner et du recevoir entre enseignants et étudiants. Et c'est ça qui fait grandir l'étudiant. C'est ça qui fait grandir l'apprenant. C'est ça qui amène l'apprenant au sommet de l'art que nous lui inculquons chaque fois. Je crois que nous allons essayer de le faire davantage du mieux que nous avons. Maintenant que nous avons encore des documents spécialisés, des documents de droit public, c'est formidable. Pascal Ochou, jeune boxeur professionnel, met en œuvre depuis des mois un projet d'incursion socio-professionnelle de jeunes béninois et de la sous-région ouest africaine par la pratique de sport de combat, la boxe en l'occurrence, dénommé One Love Success. Le programme est mis en œuvre à Cotonou et à Parakou. Dans une interview accordée à Larius Adjagweno de la rédaction sportive, il lève un coin de voile sur le projet. L'idée dès le départ, c'était d'abord d'avoir des jeunes de moins de 15 ans peut-être, d'accord, qui vont s'intéresser à la boxe, au sport de combat en général, mais à la boxe en particulier. Vous voyez. Et ces jeunes-là, on voulait un peu les encadrer dans le sport et en même temps ne pas les déscolariser. Donc d'avoir au finish un jeune peut-être diplômé qui sera un boxeur professionnel ou bien un athlète de haut niveau demain. Vous voyez. Alors, à côté de cela, on s'est dit, mais si le jeune il a fait le sport, vous voyez, au Bénin ici par exemple, le sport, ça nourrit pas vraiment son homme, mais il faut se dire les choses. Maintenant, un jeune qui fait son petit parchemin dans le sport et qui au finish se trouve vraiment à un haut niveau et qui n'a pas de soutien, qu'est-ce qu'il peut faire en attendant que vraiment il trouve une stabilité peut-être financière ou quelque chose comme ça? Donc on a pensé quand même rajouter des activités professionnelles telles que la sérigraphie, l'informatique, la maintenance, vous voyez, et pas mal de petits trucs. Et aussi des trucs de loisirs tels que la musique et la danse aussi. Donc l'idée c'est d'avoir d'ici les années à venir des jeunes diplômés qui demain peuvent vraiment faire la fierté de notre pays, la fierté de tous ceux qui sont autour d'eux et qui peut-être vont servir d'exemple maintenant aux autres qui veulent venir. Vous voyez, dans les autres pays, on voit des sportifs, qui ont de grands niveaux. Vous allez voir un grand sportif, par exemple, qui fait du football, mais à côté, il a un diplôme peut-être de master, de doctorat, en quelque chose comme ça. Voilà l'idée qu'on veut développer chez nous au pays. À vrai dire, ce n'est pas facile parce que vous savez, que tu sois en activité ou pas, quand tu te lances dans une telle aventure, ça devient déjà une grande responsabilité. Mais ce qui me motive, moi, c'est que à la base, Dieu m'a donné quelque chose qui peut-être, dont beaucoup en ont besoin aujourd'hui. C'est l'endurance, c'est l'envie de réussir et c'est les diverses compétences que j'ai aujourd'hui. Et je me suis dit, bon, pendant mes temps perdus, pourquoi ne pas partager ces compétences et ces compétences, ce talent-là avec les jeunes de mon entourage. Et ça fait que l'amour, la passion que j'ai pour ce que je fais, ça m'aide beaucoup par rapport à la motivation liée à mes activités. Vous voyez. Donc, ce n'est pas facile. Financièrement, ce n'est pas facile. Et sur le plan aussi professionnel, ce n'est pas facile parce que nous combinons beaucoup de choses ensemble. Il y a beaucoup de choses qui sont ensemble. Mais toutefois, on peut dire que Dieu nous aide. Petit à petit, à pas d'escargot, on arrive quand même à réaliser quelque chose qui aujourd'hui fait de nous ce que nous sommes. Dans sa démarche à contribuer à l'épanouissement de la jeunesse africaine, Pascal Ochou, titulaire d'un bac plus 5 en management des ressources humaines, a lancé un programme au profit des étudiants béninois et de son pays d'adoption, le Niger. Il s'explique. J'aimerais commencer d'abord par dire que moi, je suis né au Niger, de parents béninois résidant à Niamey. Donc j'ai grandi au Niger, j'ai fait toutes mes expériences scolaires au Niger, j'ai eu mon bac au Niger et je suis venu au Bénin récemment simplement pour les études universitaires. Vous voyez. Donc ça fait que j'ai toujours cet attachement-là par rapport au pays, par rapport au Niger. J'ai toujours cette envie
de réaliser quelque chose pour le Niger. Parce que le Niger m'a quand même beaucoup donné, le Niger m'a éduqué, le Niger m'a vu grandir, le Niger a pris soin de moi. Je pense que je peux aussi faire quelque chose pour les jeunes de ce pays-là. Et ce que j'ai décidé de faire par rapport à ça, en étant au Bénin, j'ai décidé de mettre en place ce projet, toujours dans le cadre des projets sportifs, ce projet sportif pour aider plus les jeunes Nigériens qui seraient peut-être intéressés par les activités que nous proposons. Alors, si aujourd'hui nous trouvons un jeune Nigérien avec un niveau Bac plus 2 dans n'importe quelle filière, un niveau Bac plus 2, ça fait le BTS, et qui aujourd'hui est boxeur professionnel bien encadré avec tout le nécessaire qu'il faut pour défendre son pays, je pense qu'on aura posé quand même une grosse pierre qui va faire développer ce pays-là. On a vu des sportifs qui ont fait la fierté de leur pays, on a vu des sportifs qui ont aidé au développement de leur communauté, de tous ceux qui sont autour d'eux. Et ces sportifs-là, ce n'est pas des sportifs qui n'ont jamais été à l'école. Mais si on trouve aujourd'hui des sportifs de haut niveau, des sportifs intellectuels qui rentrent chez eux aujourd'hui, qui gagnent à travers ce qu'ils font dans le sport, je pense que ceux-là, on peut compter sur eux pour le développement durable d'un pays. L'équipe nationale féminine de football des moins de 20 ans du Bénin reçoit samedi les Lions de l'Atlas du Maroc pour le compte du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Junior Costa Rica 2022. Vainqueur des MENA au tour précédent, les protégés de Ouzérou Abdoulaye s'attellent depuis quelques jours à peaufiner les stratégies afin de passer le cap des Marocaines. Cet après-midi, elles se sont opposées aux écureuils dames en match test jusqu'à l'heure du jeu. Les deux équipes se neutralisent, le résultat et les impressions des acteurs dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette page sportive et c'est tout pour cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Bonne soirée.